Aujourd'hui, on va revenir sur le marché immobilier de 2024. On va vous donner toutes les statistiques super importantes et puis aussi où est-ce que le marché s'en va en 2025. Je suis Christine Gauthier, courtier immobilier depuis plus de 25 ans et je suis accompagnée aujourd'hui de Mathieu Lagarde, bac en administration, profil finance, très bon dans les statistiques et pour analyser le marché, copropriétaire de l'agence avec moi. Bonjour. Bonjour. Donc, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en 2024. C'est super pertinent de revenir en arrière pour comprendre ce qui s'est passé, pour mieux nous permettre de voir où est-ce qu'on s'en va. Parfait. Donc, si on commence avec l'économie en général, on a eu en 2024 l'économie était très bonne. Puis, ce qui est, je pense, un des points les plus marquants, c'est au niveau de l'inflation, où est-ce que l'inflation a baissé. On se souvient, en 2022-2023, une forte inflation, les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, en 2024, on a eu le contrôle de l'inflation qui est arrivé. Puis, ce que ça l'a permis, c'est d'avoir, pour nous, dans le marché immobilier, une baisse de taux d'intérêt, puis qui vient à ce moment-là valoriser le marché puis dynamiser le marché immobilier. Donc, le taux directeur, peux-tu nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment ça varie cette chose-là, comment ils déterminent ça d'ailleurs? Parce que la plupart du monde, comme on ne sait pas c'est quoi. En fait, le taux directeur, comment que ça fonctionne, c'est que c'est la Banque du Canada qui se rencontre plusieurs fois par année à des dates déterminées. Puis, avec un paquet d'indicateurs économiques, ils vont décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils montent ou ils baissent ou ils maintiennent le taux au taux actuel. Ce qu'on a vu, c'est que comme l'inflation a diminué, l'économie était bonne, mais les signes futurs sur l'économie sont un peu moins bons. On a des craintes par rapport à l'emploi, par rapport à ce qui va se passer aux États-Unis, etc. Donc, ça a permis à la Banque du Canada de pouvoir venir baisser ses taux d'intérêt. Parce qu'il faut savoir, c'est que dans l'inflation, une grosse portion de l'inflation en 2024, c'était tout ce qui est lié à l'immobilier, donc les hypothèques, les logements. En venant réduire le taux d'intérêt, ça vient jouer sur cet aspect-là. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris ces décisions-là sur le taux d'intérêt. On est passé de 5 à 3,25 en 2024, ce qui a permis de dynamiser le marché. C'est quel genre de répercussions que ça a eu sur le marché de faire ça? Bien, en fait, ce qu'on a vu en 2024, comme tu as vu, c'est que les acheteurs sont revenus sur le marché. Donc, je peux donner quelques statistiques. Au niveau des ventes, on a eu vraiment un rebond des ventes en 2024. Bon, c'est sûr qu'en 2023, on avait eu un marché qui était très lent, mais c'est quand même marqué là, une augmentation de 47 des ventes dans la région métropolitaine unifamiliale, 48 de condos, 47 des plex. Donc, c'est vraiment un marché qui a été en rebond, en fort rebond. Et les prix médians ont augmenté aussi de 7 à 9 dans le même contexte. OK, wow, c'est impressionnant. Oui. Donc, si on parle de l'inventaire, de toutes les nouvelles inscriptions, il y avait un inventaire bas. Au début de l'année, on est parti l'année avec un inventaire qui était, comme tu dis, très bas. Puis, ce qu'on a vu, c'est que l'inventaire a commencé à augmenter graduellement à partir de l'automne. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas dans tous les secteurs. On prend l'inventaire global dans le Grand Montréal qui a commencé à augmenter, mais dans certains secteurs, l'inventaire demeure quand même restreint. Quand on parle d'augmentation, bien, c'est un inventaire qui était tellement restreint que oui, il y a une augmentation, mais on reste quand même dans un marché de vendeurs au terme de l'inventaire et de l'offre et de la demande. OK, je comprends. Donc, l'offre a toujours été en deçà des moyennes historiques. C'est bien ça, je comprends? Oui, c'est ça. Donc, on avait beaucoup moins de maisons disponibles sur le marché. Donc, l'offre de propriété, pas l'offre reçue sur les maisons, mais l'offre de propriété, qui était toujours beaucoup plus bas que les 5-10 dernières années. Il y a eu beaucoup moins de maisons sur le marché. J'ai remarqué, moi, comme courtier, que souvent, les gens me disaient, bon, on va attendre que les taux d'intérêt baissent, notre pouvoir d'achat est pas assez grand. Fait qu'on le voyait, beaucoup de gens ont mis leurs projets sur la glace pendant cette période-là. Donc, le marché des acheteurs versus le marché des vendeurs. Tout le monde me demande, est-ce que c'est un marché d'acheteurs-vendeurs? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous expliquer, nous démystifier ça? Parce qu'ils nous disent ça dans les grandes lignes à la télévision, là, puis tout le monde part
en panique, puis ils se disent « Ah, là, il faut tout acheter. » là. Fait que, comment ça fonctionne? En fait, pour déterminer si c'est un marché équilibré, un marché à l'avantage des acheteurs ou à l'avantage des vendeurs, ce qu'on regarde, c'est l'offre et la demande. Ça revient toujours à l'offre et la demande. Donc, le nombre de propriétés disponibles par rapport aux acheteurs qu'il y a sur le marché. Puis comment qu'on le calcule pour arriver à cette statistique-là? C'est qu'on va prendre le nombre de propriétés qui s'est vendu dans les derniers mois. Exemple, si on a 50 propriétés à chaque mois qui se vendent, puis on prend l'inventaire. Disons qu'il y a 150 propriétés disponibles. Mais ce qu'on va dire, c'est que ça va prendre 3 mois pour écouler le marché, écouler les produits qui sont les maisons disponibles. Et là, selon le nombre de maisons qu'il y a sur le marché par rapport à la demande, on va déterminer c'est quoi le marché. Présentement, puis en 2024 aussi, 2024, on est resté, à part en début d'année pour les Plex, où est-ce que c'est un marché équilibré, mais ça a été un marché de vendeurs. Et le marché de vendeurs a continué là, tout au courant de l'année. Sauf que c'est pas pareil comme dans le COVID. Dans le COVID, là, quand les gens, ça faisait une semaine que la maison était sur le marché, déjà, ils disaient c'est quoi le problème avec? Hein? C'était quand même une période différente. On ne parlait pas de mois, on parlait de jours. Effectivement. Là, ce qu'on a vu depuis 2023, c'est que le nombre de jours que la propriété reste sur le marché ou prend pour être vendue est revenu à des moyennes historiques beaucoup plus normales. Mais, puis il n'y a pas autant d'offres multiples, on va en voir dans certains cas, mais c'est beaucoup plus rare. Mais ça reste qu'on est quand même dans un marché de vendeurs. Puis, tu sais, dans un marché de vendeurs, on peut avoir des extrêmes aussi. On est passé vraiment d'un extrême dans la COVID à un marché qui se rapproche du marché équilibré. Donc, on parlait de quoi? 3 mois à peu près, une moyenne? Tout dépendant des secteurs, on parle d'à peu près 60 jours. Okay. Par contre, ce qu'on remarque, parce qu'on fait beaucoup de statistiques, nous, à l'interne à l'agence, puis on voit une différence entre le dernier prix vendu et le nombre de jours. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit une propriété a pris 60 jours à se vendre, c'est une moyenne, il y a des propriétés qui en ont pris 5, puis il y en a qui en ont pris 120. Mais on va un peu plus loin que ça, parce qu'une propriété peut s'afficher, genre à 500 000, être sur le marché pendant 90 jours, pas avoir d'offre, corrige son prix à 475 000, puis 2 semaines après, il y a une offre. Donc, nous, ce qu'on aime vraiment voir, c'est par rapport au bon prix. Donc, quand la propriété, au dernier prix, quand la propriété est sur attractive pour les acheteurs, parce qu'au final, c'est les acheteurs qui déterminent le prix d'une propriété, ce que les acheteurs sur le marché sont prêts à payer tel prix. Donc, on est à peu près à 2 semaines quand la propriété est vraiment au bon prix. Ça part encore très, très vite. C'est ce que j'ai remarqué quand on fait les évaluations. J'arrivais, moi, je disais toujours 2 à 3 semaines, justement. Là-dedans, normalement, on devrait avoir notre offre quand on est au très bon prix. Donc, là, les acheteurs, ils viennent sur le produit. Peux-tu nous expliquer les tendances du dernier trimestre de l'unifamilial? Donc, ça, c'est une maison pour une famille. Donc, c'est pas les condos puis c'est pas les plex. C'est vraiment une maison seule. Donc, on va prendre le dernier trimestre pour avoir les prix les plus à jour. Quand on prend toute la grande région de Montréal, on est à 590 000. Mais si on va un petit peu plus loin, sur l'île de Montréal, le prix des unifamiliales, 785 000, Laval, 575 000, la Rive-Nord, 539 000, la Rive-Sud, 585 000. Donc, c'est là qu'on en est. Puis, on a eu une forte augmentation là, au niveau des ventes, donc 47 % plus de ventes au dernier trimestre, et des inscriptions qui sont pratiquement au même niveau pour l'unifamilial. Donc, est-ce que tu penses que c'est à cause de la baisse des taux d'intérêt puis que tout le monde qui a attendu leur projet, ça partit en grande force, dans le fond, dans le dernier trimestre 2024? Oui, bien, on l'a constaté, que décembre était un mois jamais vu. Là. On recevait des offres multiples. Il y a eu une partie des acheteurs qui se sont vraiment précipités, on dirait, pour être les premiers à acheter dans le contexte de taux bas et pas attendre en 2025. Ils ont bien fait, d'ailleurs. Oui. Pour la copropriété, peux-tu nous donner les statistiques du marché, s'il te plaît? On est à 420 000 le prix médian dans l'ensemble du marché. Puis, si on regarde au niveau de l'île de Montréal, 475 000, Laval, 398 500, la Rive-Nord, 359 500, la Rive-Sud, 392 000. Ça reste souvent que le condo est la façon d'accéder à la propriété
Pour les jeunes, le premier pas dans le marché aujourd'hui, dans le temps, c'était une unifamiliale, mais maintenant, c'est vraiment le condo. C'est la porte d'entrée. Puis c'est aussi souvent un marché transitoire quand que séparation ou la famille, les enfants sont partis, on veut voyager plus, le condo revient. Fait qu'il fait beaucoup de phases dans la vie des gens et il y a beaucoup plus de transactions au niveau du condo que les unifamiliales ou les plex. Oui. Puis je pense que ce qui explique aussi la force des prix des condos dernièrement, c'est qu'il s'est construit peu de condos. Donc, la construction était quasiment arrêtée, puis il y a eu peu de nouveaux projets. Puis ce qu'on a vu aussi dans les derniers mois, dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de projets de condos locatifs, mais peu de condos pour l'achat. Effectivement, on a vu une grosse différence. Puis pour les plex, ça, c'est comme les 2 à 5 appartements. Ça peut être autant quelqu'un qui l'habite puis qui loue le haut pour des locataires, pour avoir un revenu supplémentaire, ou les 5 plex pour des investisseurs. Donc, tu as les statistiques jusqu'aux 5 plex, c'est ça? Oui, donc pour les plex, du 2 à 5 plex, le prix médian, on l'a sur la grande région de Montréal. Comme il y a un peu moins de volume au niveau des plex que les autres, on n'a pas nécessairement tout ce qui est décortiqué par secteur. On est à 780 000 pour un plex. Ce qu'on constate, ce qui est surprenant, c'est que le nombre de plex à vendre a diminué. On a vu un beau rebond parce que, si tu te souviens, en 2023, il y avait peu de ventes de plex, les prix stagnaient, même baissaient, les taux d'intérêt faisaient en sorte que c'était difficile d'acheter. Puis là, on a un beau rebond avec les taux d'intérêt. Puis au niveau des banques aussi, étais-tu plus sévère ou les dossiers étaient longs? Il y avait quelque chose qui se passait aussi là-dedans? C'était plus complexe, plus long, surtout pour les plus gros plex, qu'on avait dans le 5 logements et plus. Ah, okay. Mais oui, les 5 étaient moins affectés. Moins affectés, mais les critères, les banques dans tous les contextes avaient réduit un peu leur coffre, puis comment qu'ils donnaient là, les prêts. Mais là, on voit que ça va de mieux en mieux. Là. Puis au niveau de la SCHL aussi, il n'y avait pas, ce que j'avais entendu dire, c'est qu'il n'avait pas augmenté le nombre d'employés, donc les dossiers restaient là en arrière, puis c'était très long de réussir à faire nos dossiers, c'est tout ça? Oui, puis il y a eu aussi, il y a eu un peu ce qui s'est passé au printemps avec la hausse du gain en capital, qui finalement n'aura probablement pas lieu, mais il y a beaucoup de transactions, beaucoup de gens qui ont essayé de vendre, tout ça, donc il y a eu une petite course là-dessus aussi. Oui, tout le monde m'appelait et disait « Ah, là, je veux vendre, puis je vais avoir un notaire avant telle date. » Là, c'était comme la folie, là, vraiment, je me souviens de ça. Donc, tout ce qui est des règles, des programmes hypothécaires, des prolongations, des amortissements, le RAP, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, ce qu'il y en est sur ça? Oui, bien, il y a eu plusieurs changements. Donc, on a la période d'amortissement qui, pour les premiers acheteurs, ils vont pouvoir amortir sur 30 ans au lieu de 25 ans. C'est déjà possible dans le neuf, quand on achète du neuf, d'amortir sur 30 ans. Là, on va pouvoir le faire sur l'ensemble des propriétés. Donc, ça va être avantageux. Ça va permettre à plus de gens d'aller sur le marché. Au niveau du RAP, il y a eu des retraits plus hauts qu'on peut sortir. Donc, le RAP, c'est quand on sort des REER pour la mise de fonds. L'autre aspect qui ne touche pas nécessairement tout le monde, mais pour les propriétés plus chères aussi. Avant, au-dessus du million, effectivement, quand on achetait une propriété qui était de plus d'1 million de dollars, on ne pouvait pas utiliser le programme SCHL pour mettre 5, 10, 15 de mise de fonds. On devait automatiquement mettre 20 de mise de fonds. Ce montant-là était relevé à 1,5 million. Donc, des acheteurs qui n'avaient pas nécessairement la mise complète pour acheter une propriété d'1,1, 1,2, ils vont pouvoir utiliser les programmes de la SCHL pour mettre une moins grosse mise de fonds puis d'acheter ce genre de propriété-là. Ce qui est bienvenu parce que quand même, on est rendu à beaucoup plus d'inventaire sur de l'unifamilial au-dessus d'1 million dans Montréal et les banlieues parce qu'avec la hausse des prix, à un moment donné, le million stagnait. Ça faisait un bon bout de temps qu'on était à cette statistique-là. Avec des prix médians, comme on vous donnait, 785 000 sur l'île de Montréal, c'est-à-dire que, surtout sur l'île de Montréal, il y a beaucoup de propriétés qui excèdent le million. Oui, définitivement. Donc, contexte américain. Parle-nous de ça. Est-ce que ça va avoir un impact chez nous, les Québécois? Comment on devrait-tu avoir peur? Comment on devrait se sentir face à eux? C'est sûr que c'est un gros sujet. Je te dirais que là, on parle toujours de 2024. En 2024, je pense que jusqu'à novembre, en tout cas dans le marché québécois-canadien,
peu de gens s'attendaient peut-être au retour de Donald Trump. C'était un peu comme mis en arrière-plan, ils ne pensaient pas trop au contexte américain. Donc, c'est sûr qu'en 2024, ça n'a pas eu un gros impact, tout le contexte américain, mais c'est sûr qu'on va parler de 2025 dans pas longtemps, puis ça va avoir des impacts importants, là. OK. Donc, conclusion du bilan en 2024, ça serait quoi les grandes lignes? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, là, ta conclusion personnelle à toi? Ça a été un marché, on pourrait dire, exceptionnel. C'est sûr qu'on le compare à 2023, qui était une mauvaise année. Donc, c'est une année que je pourrais qualifier de retour à la normale, si on veut. Donc, plus de ventes, plus des prix qui augmentent. Puis, si on revient avant COVID ou tout ça, là, on revient dans les mêmes types de volumes, marché un peu similaire, qui était un très bon marché aussi. Là, on a eu des très bonnes années avant la COVID. Donc, c'est un retour vers un balancier, retour vers la normale. Très bon marché, autant pour surtout pour les vendeurs, là, et un peu plus difficile pour les acheteurs. Par contre, ce que moi je trouve, c'est que si un marché va trop vite, comme dans la période de la COVID, ça faisait plein de gens qui n'achetaient pas de garantie légale, sans avoir inspecté, ils achetaient n'importe quoi sans avoir même visité ou à peine 5 minutes dans la maison. Là, ça va faire quand même des transactions un petit peu mieux parce que les gens ont pris le temps de voir la maison, font faire leur inspection en meilleure connaissance de cause, puis avoir plus le temps de réfléchir puis de regarder ce qui se passe quand même qu'à cette période-là. Tu l'as vu, je pense, tu vends beaucoup de propriétés, puis tu l'as constaté que les gens font souvent plus de visites. Pendant la COVID, c'était pas de visite ou une visite rapide. Mais là, souvent, les gens vont faire un offre après 2 ou 3 visites. Donc, ils vont venir voir la propriété, puis 2, 3 jours, une semaine après, tu as une demande de visite, deuxième demande de visite, puis souvent, c'est après ça qu'on a l'offre. Effectivement, tu as vraiment raison. Donc, 2025, est-ce que tu peux nous parler des taux d'intérêt, déjà avec la baisse qui a eu lieu? Qu'est-ce qui s'en vient pour nous? Est-ce que ça va continuer à baisser? Est-ce que ça va augmenter? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, je vais me fier sur ce que les économistes en disent. Ce qu'on voit, ce qui est prédit, c'est des baisses de taux encore. On est à 3,25, on devrait se rendre entre 2,5 et 2,75, donc 1, 2, 3 baisses de taux qui sont à prévoir selon les économistes. Par contre, tout va dépendre de l'économie et de l'inflation. On va parler des enjeux tantôt américains qui pourront avoir peut-être un impact là, sur notre marché. Mais si on reste avec les prévisions actuelles, les taux devraient continuer à descendre. Ce qui va apporter plus de souffle puis plus de marge de manœuvre pour les acheteurs. Donc, c'est le temps de vendre et puis il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché, quoi. Effectivement. Donc, les mesures gouvernementales puis toutes les règles hypothécaires, les nouvelles règles, on en a parlé un petit peu, l'amortissement. Qu'est-ce qui est à venir pour 2025? En fait, on a parlé de l'amortissement sur 30 ans. On a parlé de la hausse du plafond assuré 1,5 million. C'est des choses qui sont arrivées fin 2024, mais qui vont vraiment être appliquées en 2025. Donc, les changements, c'est des changements de 2024, mais qui vont avoir l'impact vraiment en 2025, sur cette année, qui vont venir dynamiser le marché encore. Là. Puis, au niveau des élections fédérales, qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec ça? C'est sûr que tout ce qui est immobilier, accès à la propriété, ça reste un enjeu majeur. On l'entend toujours qu'il manque de propriété, que les maisons sont trop chères. Donc, on va probablement s'attendre à des nouveaux programmes, des nouvelles promesses. Est-ce que ces promesses-là, après, vont être appliquées ou tout ça? On ne sait pas. Mais on va sûrement voir du mouvement là, au niveau des élections puis de ce qui va être promis pour rendre la propriété plus abordable. Au niveau de la construction aussi, ça va avoir un impact s'ils peuvent accélérer les constructions. Les périodes de construction, on parle beaucoup de tout ce qui est émission de permis plus rapide, avoir des délais moins longs. Donc, on va voir ce qu'ils vont être capables de faire dans cette lignée-là. J'ai entendu quelques contracteurs qui m'ont dit qu'ils commençaient à travailler dans d'autres provinces ou même aux États-Unis, étant donné que c'est moins long. C'est plus facile de développer que chez nous au Québec, malheureusement. C'est triste, j'ai hâte que ça change. Donc, dans les prévisions de croissance des prix, c'est quoi les prédictions des sages?
Bon, il y a plusieurs prédictions qui ont été faites par plusieurs agences immobilières, plusieurs économistes. Je dirais que la fourchette se situe entre 3 et 7 si on prend la grande région de Montréal. On devrait se tenir dans cette fourchette-là quand on prend le marché en général. OK. Donc, selon toi, qu'est-ce qui va impacter l'offre et la demande? Quels vont être nos facteurs qui vont créer une pression sur le marché immobilier? Bien, c'est sûr qu'on a toujours la partie démographique, donc la population. On a eu quand même, en 2024, une forte croissance de la population, forte migration, ce qui devrait, dans le futur, s'amoindrir. Les taux puis le volume de nouveaux immigrants ont été réduits. Donc, ça devrait venir avoir un impact, une pression un peu moins forte, mais ça reste que la population est quand même en croissance. La demande est toujours là, puis on a toujours la pénurie de logements. Donc, ça va faire en sorte que les prix n'ont pas le choix, vont continuer à monter. Puis, un des éléments qu'on parle peu aussi, c'est qu'il faut toujours se comparer au neuf. Construire aujourd'hui, ça coûte très, très cher. Donc, ce qu'on voit, puis moi, je le regarde, des fois, je vois des propriétés, je me dis, cette propriété-là est probablement moins chère que construire, même s'il y a des travaux à mettre dedans. Donc, à un moment donné, on ne peut pas avoir des maisons qui sont moins chères que le coût de construction. Donc, le coût de construction va toujours avoir un impact sur le marché en le poussant vers le haut. Donc, avec un nouveau président américain, M. Trump, qu'est-ce que tu penses du contexte économique? Qu'est-ce que ça va avoir l'impact déjà de tout ce qu'il a dit qu'il ferait, puis qu'il a déjà comme tout mis en place? On ne sait pas si ça va arriver, mais d'après toi, c'est quoi l'impact chez nous, au Québec, de ça? C'est très dur à prédire parce que si on se souvient, dans son premier mandat, il avait fait plein de déclarations, il avait dit plein de choses qu'il allait faire, puis finalement, il n'a pas fait. Donc, je pense qu'on est présentement dans une incertitude, mais qui va être sur le plan économique. Puis, ce qu'il faut voir là-dessus, c'est que on parle d'économie, mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'immobilier. Fait que oui, s'il met tout en place, ce qu'il dit, ça va avoir un impact sur notre économie. L'économie va aller moins bien, il va y avoir des pertes d'emplois, il va y avoir des répercussions. Par contre, généralement, quand on dit une économie qui va moins bien, puis il faut faire attention parce qu'il y a d'autres facteurs, mais on dit des taux d'intérêt qui sont généralement plus bas. Donc, la Banque du Canada a tendance généralement à baisser ses taux pour relancer l'économie, que les entreprises peuvent s'emprunter puis aller de l'avant, ce qui généralement vient aider sur le prix des maisons. Par contre, ce qu'il faut aussi prendre en considération, même s'il y aurait un ralentissement de l'économie, on a toujours besoin de se loger, puis ça reste que du jour au lendemain, on n'augmentera pas le nombre de propriétés sur le marché. Ce qui risque d'arriver, c'est probablement que les gens vont devoir se serrer un peu la ceinture, puis c'est probablement tout ce qui est autre que la maison qui va écoper. Donc, les voyages, les sorties au restaurant, puis là, les gens vont essayer de se forcer pour garder la maison ou acheter une propriété, puis faire des sacrifices ailleurs. C'est un peu, on l'a vu en 2022-2023, quand les taux ont augmenté rapidement, il y a eu un ajustement qui s'est fait, puis déjà là, on a vu des gens qui ont pris des choix pour s'ajuster. Donc, je pense que malgré tout ce qui pourrait arriver avec le contexte américain, ça va avoir peut-être peu d'impact sur le marché immobilier, mais un impact sur l'économie, par contre. Donc, conseil pour nos acheteurs. Qu'est-ce que tu leur suggères pour l'année 2025? As-tu des petits conseils qui pourraient les aider à démêler tout ça, ce marché-là, puis à trouver une maison, un condo, en tout cas, un toit pour leur famille? Bien, je dirais, ce qu'on voit, c'est que bon, on a eu quand même des taux d'intérêt qui, au 4e trimestre, ont baissé rapidement. Puis, les gens, ils ont fait des fois des préapprobations qui datent d'un certain temps. Donc, je dirais, allez refaire une préapprobation. Est-ce que vous vous qualifiez pour mettre un nouveau montant? Est-ce qu'il y a des programmes qui vous aident à vous qualifier sur 30 ans au lieu de 25 ans? Donc, allez refaire cet exercice-là avec votre courtier hypothécaire. Parler avec le courtier hypothécaire des promotions aussi de taux qu'il peut avoir pour gérer son budget. Est-ce que c'est mieux sur 1 an, 3 ans, 5 ans, voir ce qui peut être le mieux et pas nécessairement attendre le taux plancher. Donc, souvent, c'est une erreur que les gens font.
ils essaient de timer le marché puis de dire, ben, je vais profiter du taux d'intérêt le plus bas quand les taux vont baisser. Souvent, ce que les banques font, c'est qu'ils prévoient déjà un peu en avance, c'est-à-dire qu'ils vont donner des fois des taux bas en fonction qu'ils prévoient que les taux d'intérêt de la Banque centrale vont baisser. Puis, quand on arrive dans le creux, bien, eux voient déjà la remontée des taux, puis ils vont ajuster leur taux d'intérêt vers la hausse. Donc, ce n'est pas nécessairement au plus creux des taux de la Banque du Canada qu'on va avoir les meilleurs taux. Puis de toute façon, si on bénéficie d'un meilleur taux puis que les prix ont augmenté de 3, 4, 5, 6, 7 au final, on n'est pas gagnant. J'ai vu un exemple l'autre jour d'une préqualification d'un acheteur. C'était 900 000 avant la baisse des taux. Et puis, ils sont refait qualifiés avec la baisse des taux. Puis, c'était 1,2 million. Donc, quand même significatif. Et ça leur donne un beaucoup plus grand pouvoir d'achat. Puis, je crois que ça incluait aussi le 30 ans là-dedans. Donc, ça vaut la peine. C'est d'excellents conseils que tu donnes. Alors, pour nos vendeurs, eux autres, qu'est-ce que tu leur suggères pour 2025? Comment ils doivent s'y prendre pour avoir, évidemment, le maximum d'argent dans leur poche? Bien, on est en début d'année, puis ce que je dirais aux gens, c'est de ne pas attendre. Souvent, la mentalité, c'est d'attendre, toujours un peu, voir ce qui va se passer. Ce qu'on voit présentement, c'est que le marché est très actif. C'est le marché de fin 2024, les mêmes acheteurs, ça bouge beaucoup. Et on a peu d'inventaire. On ne sait jamais ce qui va arriver dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Surtout si, disons, l'économie va moins bien par rapport à Trump, parce qu'il y a plus de gens qui vont devoir vendre leur maison. Donc, on va être peut-être dans un marché plus compétitif. Présentement, il y a une belle opportunité de se mettre sur le marché avec un inventaire qui est beaucoup plus faible. L'autre chose, c'est vraiment de faire attention au prix qu'on va afficher. Ce qu'on voit dernièrement, depuis quelques années, puis que les gens ne sont pas nécessairement habitués à cette mentalité-là, c'est que les acheteurs négocient moins. Donc, il faut vraiment se mettre au bon prix pour avoir des offres. Dès qu'on est un petit peu trop haut du bon prix, puis que le marché, puis que les acheteurs pensent que ça vaut, on va rester sur le marché. Donc, pour les vendeurs, moi, ce que je rajouterais, c'est que d'avoir un excellent courtier qui travaille pour nous, je trouve que c'est vraiment important, puis qui fait un bon marketing pour aller faire voir sa maison partout, parce que ce qu'on voit dans beaucoup de secteurs, c'est que 90 % des ventes viennent pas des gens locaux, mais viennent des gens des alentours qui changent de ville. Le monde change beaucoup plus de ville qu'avant. Et donc, le marketing, la visibilité de la propriété est super important, beaucoup plus que dans le temps. Je trouve qu'il faut mettre ça de plus en plus de l'avant et ça fait en sorte qu'on peut vendre plus cher les propriétés. Tu as raison, c'est une tendance lourde qu'on voit. Avant la COVID, la majorité des propriétés que tu vendais dans un quartier, les acheteurs venaient du même quartier, ils changeaient d'un plex à une maison, un condo, etc. Les gens qui vendent dans un quartier changent de quartier, puis les acheteurs arrivent d'ailleurs. Donc, c'est plus dur d'aller les chercher, les acheteurs, avec le marketing traditionnel. Exact. C'est vraiment important d'avoir un bon courtier qui fait un très bon marketing. Juste une petite note. Donc, explique-nous les scénarios les plus probables pour 2025, s'il te plaît. Bien, si on parle du scénario optimiste, une baisse des taux d'intérêt qui va nous emmener autour de 2,5 %, une hausse des prix des propriétés qui va nous emmener de 7-8 % d'augmentation du prix des propriétés, beaucoup de transactions, un retour à la normale, donc beaucoup de volume de transactions. Si on prend quelque chose de plus pessimiste, donc soit des taux qui vont moins baisser ou une pression économique qui va arriver sur le marché, donc peut-être une stagnation ou une croissance de l'ordre de 2-3 % des prix. Dans tous les cas, même le scénario pessimiste, on ne voit pas un recul du prix des propriétés. Exact. Puis, dans le fond, pour les vendeurs, ce que j'ai pensé aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que souvent, les gens disent « Ah, les gens déménagent au mois de juin pour le 1er juillet ». Mais des fois, je vois ça que le marché casse au mois de mars, au mois d'avril. Donc, à un moment donné, comme notre vague a commencé très tôt, donc décembre, janvier, février, eh bien, on ne sait pas ce qui va arriver mars, avril. Est-ce que le marché va continuer ou il va casser? Puis on a déjà vu ça dans le passé, que ça l'arrêtait, là, comme subitement, il faisait chaud, il faisait beau, pouf, des élections ou quelque chose qui change, ça arrêtait tout. Donc, je pense que c'est important d'être sur le marché là. Puis pour les acheteurs, d'acheter là. Puis je vois aussi souvent qu'à un moment donné, les banques rehaussent les taux quand tu arrives proche des renouvellements pour le mois de juin, juillet.
je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, puis que c'est pas scientifique, là, mais souvent, j'ai vu que les taux remontaient juste à ce moment-là, parce qu'il y a plein de renouvellements de gens de taux hypothécaires à ce moment-là, puis pour les nouveaux acheteurs aussi. Donc, c'est important de bien geler vos taux d'intérêt tout de suite, aller les négocier maintenant, vos renouvellements tout de suite. Oui. En fait, pour les acheteurs, il y a un dicton en immobilier qui dit « Le meilleur moment pour acheter une propriété, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. » Oui, effectivement. Puis pour les vendeurs, je dirais aussi, c'est important de vendre quand on est prêt. À un moment donné, là, tout le monde voulait arriver là, quand la COVID, là, le point en haut, là, puis quand ça recommençait à descendre, puis là, ils se sont dit « Ah, j'ai manqué, j'ai manqué. » Non, c'est jamais manqué. À un moment donné, on déménage parce qu'on est prêt. Alors, il faut suivre notre vie, puis on a besoin d'un toit. Donc, je pense que ça n'arrive jamais qu'on est sur le pic en haut, là. Okay. Oui, puis, tu sais, il y a toute la question aussi que je sais que tu as avec tes vendeurs, c'est quoi le projet après? Parce que tu vends la propriété, est-ce que c'est pour en racheter un autre? Donc, si c'est pour en racheter un autre, bien, si ça monte de l'autre côté aussi, puis tout dépendant, est-ce qu'on change d'un secteur qui est moins dynamique à un secteur plus dynamique? Donc, on a avantage à le faire plus vite. Puis, si c'est des gens, des fois, qui ne rachètent pas, bien, tu sais, le marché, si on ne parle pas du marché immobilier, mais le reste du marché financier performe très, très bien. Donc, avoir pensé chercher une augmentation dans le scénario optimiste de 7 bien, prendre cet argent-là puis le placer, on va être au même niveau. Donc, effectivement, quand on est prêt, puis ça va revenir au même au final, là, financièrement. C'est justement une des discussions que j'ai souvent avec mes vendeurs, qu'une fois qu'ils vendent la maison, puis qu'ils placent l'argent, puis qu'ils payent leur loyer, au final, ça revient à la même chose. Donc, en conclusion, je voudrais remercier Mathieu pour nous avoir bien expliqué toutes ces statistiques-là, nous avoir démystifié l'année 2024 et aussi mis à une bonne mise en scène pour 2025. Ça fait plaisir. Mon nom est Christine Gauthier et je suis courtier immobilier depuis plus de 25 ans. Et contactez-moi si vous avez des questions, autant pour vos projets achat ou vente ou juste pour discuter immobilier, ça va me faire plaisir.